Chapitre 1. Dans la poussière rouge de Kédougou. Le soleil levant baignait Kédougou dans une lumière ocre, enveloppant les collines alentour d'un voile cuivré. Les premières lueurs dissipaient lentement le voile de poussière rouge, soulignant les silhouettes simples des huttes en banco. Sur la terre sèche, l'odeur âcre de l'argile s'élevait, mêlée à celle, sucrée, du mil en phase de récolte. Modou, l'enfant de la forge. Modou sortit de la hutte de son oncle, un homme au dos voûté et aux mains rugueuses, maître de la forge du village. Sous ses pieds, la terre soufflait une fine poudre ocre à chaque pas. Tandis que l'oncle préparait le foyer, Modou observait les flammes danser autour du foyer de pierre noircie, un spectacle hypnotique qui le fascinerait toujours. Orphelin depuis 3 ans, il avait appris à fondre le fer, à aiguiser les lames et à respecter le rituel de la forge allumée, soufflée, façonnée. Ses gestes étaient devenus sa prière, son lien au monde. Fatou, l'enfant du chef. Un peu plus haut, au sommet de la colline comme pour mieux embrasser le ciel, Fatou courait pieds nus sur les pierres chauffées, une natte de cheveux noirs s'échappant autour de son visage. Derrière elle, on apercevait la maison plus grande, celle du chef du village. Ses murs blanchis à la chaux, son toit de chaume couvert d'ombre. Fatou s'arrêtait pour cueillir une fleur sauvage, un petit papillon vert s'envola puis reprenait son chemin, un livre de contes en osier serré contre sa poitrine. Déjà, elle s'inventait des univers où les djinns parlaient aux hommes, où les animaux chantaient, et où l'eau guérissait les cœurs point une amitié forgée dans l'ombre. Leurs chemins se croisèrent au bassin public, là où les femmes venaient puiser de l'eau aux premières lueurs. Modou transportait un seau de fer, bras tendu, tandis que Fatou le salua d'un geste exubérant. « Mario, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, tendant un éclat de pierre rouge. Ses yeux brillaient d'excitation, tremblaient d'un désir d'évasion. Il s'approcha, le minéral scintillait comme un rubis, en contraste avec la roche brute. « Tu crois que si on partait, on trouverait des pierres magiques comme ça ?» demanda-t-elle, à voix basse, presque effrayée que la magie s'évienne chuchoter. Modou sourit, le cœur battant. « Avec toi, je crois que tout est possible. » Les rêves au-delà du ciel. Chaque fin de journée, après les prières, il se retrouvait, dos contre le tronc d'un vieux baobab, contemplant les étoiles. Modou racontait ses rêves, une forge plus vaste, des machines qui tournent, forger des outils pour changer le monde. Fatou parlait d'anciennes cités, de contes qu'elle lirait, de livres, de rivières, des grandes villes aux portes de pierre. Ils échangeaient des promesses, s'ils s'en allaient un jour, ils le feraient ensemble. Le vent nocturne brinque-ballait les feuillages, bruissait dans la poussière rouge, comme un avertissement discret. Un pressentiment les traversait, le monde paisible de leur enfance ne durerait pas. Modou se réveille avant l'aurore, le cœur battant. Depuis des semaines, il prépare ce concours national sans relâche, dans la petite chambre qu'il partage avec son frère aîné. Le soleil n'est pas encore là, et déjà, il relit ses cours, récitant à voix basse les formules, les dates, les grands noms de l'histoire africaine, tout ce qu'il faut pour réussir. La veille au soir, Fatou lui a offert un pendentif en coquillage. « Pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens, ni pour qui tu te bats », lui a-t-elle chuchoté, les yeux embués d'émotion. Modou l'a enfilé autour de son cou, un poids doux qui lui rappelle leur lien. 1. L'épreuve. La salle d'examen est vaste, blanche, silencieuse. Les tables sont alignées, les stylos s'emboîtent dans les mains nerveuses des candidats. Modou inspire profondément, pose la plume, et commence. Les premières questions techniques tombent. Mathématiques, physique, langue. Pourtant, son esprit s'égare un instant. L'image de Fatou, son sourire timide, le pendentif qui repose contre sa poitrine. Il serre les dents et se reconcentre. 2. L'annonce des résultats. Une semaine plus tard, sous un ciel d'un bleu éclatant, le ministre de l'Éducation apparaît devant les centaines de candidats rassemblés. Les noms s'enchaînent. Et celui de Modou Diop est proclamé parmi les lauréats. Un tonnerre d'applaudissements, des larmes de joie. Il pense à Fatou, le souffle coupé. Il cherche son regard dans la foule. Elle est là, pâle, silencieuse, cernée par l'espoir et la déception. Elle ne s'est pas qualifiée. Modou bondit, prend la main de Fatou. Elle ne dit rien, son regard fixe le sol. Il serre sa main un instant, puis murmure, « Je reviendrai, Fatou. Je bâtirai un avenir pour nous deux. » Le pendentif qu'elle lui avait donné s'agite contre sa poitrine.
3. Les adieux. Les préparatifs sont rapides. Le départ vers Dakar est pour le lendemain. Dans la chaleur éblouissante de l'après-midi, la famille de Modou se rassemble pour un dernier repas. Sa mère lutte pour ne pas pleurer. Son père, fier, lui tapote l'épaule. Fatou s'éclipse pour ramasser un petit bouquet de fleurs des champs sauvages. Elle revient, les yeux baissés, et lui offre discrètement. Pour ne jamais oublier ici. Il l'enlace. Elle sent ses épaules trembler. 4. Le voyage. La gare routière est un chaos de cris et de fumée. Modou monte dans le car, serrant son petit sac à dos. Fatou grimpe sur le marchepied, attrape sa main encore une fois. Le car démarre. Les rues familiales glissent comme un ruban grisâtre. Avant de disparaître au tournant, Fatou lève la main, le pendentif brillant comme un soleil .5. Le nouveau départ. Dans le train ou le car pour Dakar, Modou observe le paysage changer, la savane, les villages groupés, les paysages proches de la mer. Il sait qu'un nouveau monde s'ouvre devant lui. L'université, les cours, les enseignants, les autres étudiants, les opportunités. Au fond de son cœur, il garde la promesse faite à Fatou. Il porte le pendentif, la voix de son passé, du village, de son amour, lui chuchotant. Y reviendra. La capitale brillait comme une promesse. Dès son arrivée, Modou fut happé par le rythme frénétique de la ville. Les klaxons, les immeubles aux façades vitrées, les restaurants branchés où se mêlaient artistes, entrepreneurs et politiciens. Tout était plus rapide, plus vaste, plus tentant. Il avait quitté son village avec des rêves plein les poches: éducation, justice, transformation sociale, mais ici, ses rêves semblaient lointains, presque naïfs. À la fac, ses professeurs parlaient plus souvent de carrière à l'étranger que de retour au pays. Ses camarades discutaient de plans pour réussir vite, non pour changer les choses. L'idéalisme de Modou passait pour de la candeur. C'est dans ce contexte qu'il fit la rencontre de Cheikh Mbaye. L'homme n'était pas un inconnu. Propriétaire d'un vaste réseau d'entreprises, proche de certains ministres, il incarnait cette nouvelle génération d'élites économiques du pays. Charismatique, vêtu de boubous luxueux ou de costumes taillés à Milan, il repéra Modou lors d'une conférence universitaire où le jeune homme avait pris la parole avec fougue contre les inégalités sociales. « Tu as du feu en toi, Modou. Mais le feu, sans bois, s'éteint. Viens travailler avec moi. Je t'apprendrai à trouver le bois. » Le poste proposé? Assistant dans une de ses filiales, avec un salaire mensuel que Modou n'osait même pas rêver. Logement de fonction. Voiture. Accès à des cercles de pouvoir. C'était tentant. Trop tentant. D'abord, il hésita. Se rappela les promesses faites à son père. Les adieux à Fatou sous l'arbre au palabre. Les sourires d'enfants dans la classe délabrée du village. Mais les jours passèrent, et la réalité l'USA. Les fins de mois difficiles, les humiliations silencieuses, l'arrogance de certains professeurs, les regards condescendants à son accent rural. Il accepta. Au début, il se dit qu'il économiserait, qu'il aiderait sa famille, qu'il reviendrait plus fort. Mais chaque jour passé dans le bureau climatisé éloignait un peu plus son cœur du sol natal. Dans le village, Fatou résistait. Elle repoussait les propositions de mariage, les pressions des tantes, les sermons de l'imam. Elle refusait de croire que Modou l'avait oubliée. Elle relisait ses lettres, les doigts tremblants, guettait les appels qui se faisaient de plus en plus rares. Un soir, son père entra dans la case familiale, le visage fermé. « Fatou, il est temps. Ton oncle a conclu un bon accord. Le mariage aura lieu après la saison des pluies. » Elle ne répondit pas. Juste un silence. Un silence douloureux. Modou, lui, s'habituait. Au dîner mondain. Aux regards admiratifs. À la douceur du cuir sous ses doigts dans sa voiture de fonction. Il évitait les nouvelles du village. Il n'ouvrait plus les lettres de Fatou. Trop peur d'être confronté à sa trahison silencieuse. Mais parfois, la nuit, dans le calme artificiel de son appartement, il rêvait. Il rêvait d'un enfant qui courait pieds nus dans la poussière rouge, d'un rire sous un manguier, d'une main qu'il avait tenue trop fort, trop vite. Et à son réveil, il restait allongé, le cœur lourd, incapable de savoir s'il montait ou s'il tombait. Chapitre 4. Le mentor, la vieille professeure. Le campus de l'université Cheikh Anta Diop bourdonnait d'une vie nouvelle pour Modou. C'était un monde où les idées se croisaient, où l'on parlait de Marx,
de Senghor, de l'Afrique debout. Mais aussi un monde où les ambitions s'aiguisaient, souvent au prix des convictions. Chaque amphithéâtre semblait être un champ de bataille pour l'avenir. Modou, avec son intelligence vive et son éloquence naturelle, se démarqua rapidement. Il devint l'espoir d'un groupe d'étudiants idéalistes qui rêvaient de changements point, mais dans ce tumulte de projets et de promesses, quelque chose en lui vacillait. Fatou, la promesse faite sous le ciel étoilé de Kédougou, devenait une ombre lointaine. Le pendentif qu'elle lui avait donné reposait dans une boîte, oubliée, au fond d'un tiroir. Un après-midi pluvieux, alors qu'il sortait d'un séminaire sur les politiques de développement en Afrique de l'Ouest, Modou fut arrêté par une voix grave et douce. « Toi, tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» Il se retourna. Une femme âgée, au regard perçant, l'observait depuis un banc ombragé du jardin de la faculté. C'était Madame Diop, ancienne professeure d'histoire, aujourd'hui retraitée mais toujours présente dans les couloirs. Certains la surnommaient la mémoire de l'université. « Je viens de Kédougou, madame. Je viens de Kédougou, madame. » Elle hocha lentement la tête, puis lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. Ainsi commença une série de rencontres impromptues entre eux. Modou, d'abord méfiant, se laissa peu à peu apprivoiser. Madame Diop ne parlait pas de notes ni d'emploi. Elle posait des questions plus profondes. « Tu te souviens encore de l'odeur du mille-mûre ? Du bruit du vent sur les collines. Vous parlez comme si vous veniez de là-bas, je viens de partout où la terre parle aux hommes. Modou. Mais toi, tu oublies. Et Dakar, mon garçon, est une mer où les âmes se noient sans bruit. » Elle l'observait souvent en silence, puis lui parlait d'une époque révolue, de ses anciens élèves devenus ministres ou exilés. Elle évoquait les illusions qui les avaient engloutis, l'ambition qui les avait dévorés. Et toujours, elle revenait sur une chose, la mémoire. « Tu avances vite, Modou. Trop vite. » L'arbre qui pousse sans racines finit par se briser au premier vent. Un jour, elle lui montra une vieille photo noircie par le temps. Un jeune homme, la main levée, parlant à une foule. Son ancien fiancé, mort dans un soulèvement étudiant. Il voulait changer le monde. Mais il a oublié qu'il était un homme, qu'il avait un village, une famille, une promesse. Comme toi. Ces mots frappèrent Modou plus fort qu'il ne le laissa paraître. Le soir même, il rouvrit la boîte. Le pendentif de Fatou brillait faiblement dans la lumière de sa lampe. Une émotion ancienne le saisit, brutale, presque coupable. Madame Diop, ce soir-là, lui laissa un petit carnet point. « Écris ce que tu ne veux pas oublier. Pas pour moi. Pour toi. Pour elle. » Dans ses premières lignes, il nota. « Fatou, est-ce que tu m'attends toujours moi ? Je t'ai laissé à l'orée d'un rêve. Je t'écris d'un monde où les étoiles sont cachées par les néons. » Mais déjà, à son insu, les choix qu'il allait faire le menaient plus loin encore de ce rêve. Madame Diop, elle, restait là. Témoin discret d'un combat intérieur que seul Modou pouvait livrer point, et la nuit était tombée sur Dakar comme une couverture lourde. Les klaxons s'étaient fait plus rares, et dans les couloirs du quartier administratif, seuls les néons grésillants veillaient encore. Modou, assis dans le silence doré du salon luxueux de Cheikh Mbaye, fixait le dossier posé devant lui. Un simple classeur gris. Mais à l'intérieur, un choix aux conséquences irréversibles. Cheikh Mbaye s'appuyait dans son fauteuil de cuir. Son regard, d'ordinaire bienveillant, était devenu tranchant. Il ne souriait plus. Tu es brillant, Modou. Trop brillant pour rester pauvre. Voici ton passage. Tu signes, et demain, tu deviens l'homme que ton village n'a jamais osé rêver. Dans le dossier, des plans de transfert de terrain public à une société écran. Il suffisait d'un cachet, d'une fausse évaluation, et l'État perdrait des milliards. Modou, simple stagiaire dans l'équipe juridique, n'aurait qu'à préparer un rapport propre. En échange, un virement de 20 millions de francs CFA. En silence. Sans trace. Il se revit enfant, les pieds nus sur la terre rouge de Kédougou. Puis adolescent, jurant à Fatou de revenir pour la sortir de l'ombre. Et enfin, dans le bureau de Madame Diop, sa voix résonnant encore. Dakar est une mer où les âmes se noient sans bruit. Mais le chèque était là. La promesse d'un appartement. D'un avenir. D'une revanche. Marusigna. Le lendemain, tout changea. Une voiture l'attendait à la sortie de l'université. Un 4x4 climatisé, vitres teintées.
À l'intérieur, une enveloppe scellée et un nouveau téléphone. Plus personne ne l'appelait étudiant. On lui disait monsieur. Il dînait désormais dans les clubs privés de Mermoz, portait des costumes italiens et parlait chiffres et influence. Mais dans son regard, quelque chose s'était éteint. Un soir, alors qu'il rentrait dans son nouvel appartement, il trouva le coquillage que Fatou lui avait offert. Tombé d'un vieux sac, comme un rappel. Il le prit dans sa paume. Trop tard pour revenir. Son cœur, jusqu'ici agité, se figea. Il venait de franchir le seuil. Il n'était plus le jeune homme de Kédougou. Il était devenu autre chose. Dakar brillait sous les néons, mais pour Modou, c'était la lumière froide des projecteurs qui l'illuminait désormais. En quelques années à peine, il avait bâti un empire. Sénégal Infratech, sa société de BTP, remportait tous les appels d'offres grâce à des dessous de table habilement dissimulés. Ses discours inspirants faisaient la une des journaux. Il parlait de développement, d'avenir, d'ambition. Mais derrière les caméras, les routes s'effondraient, les écoles promises n'étaient jamais construites. Son sourire cachait des documents falsifiés, des marchés truqués, des idéaux vendus. À eu centre de ce succès bâti sur le sable. Cheikh Mbaye, mentor venimeux devenu partenaire. Et Awa, la nouvelle compagne de Modou, brillante, séduisante, calculatrice. Fille d'un haut fonctionnaire, elle connaissait les arcanes du pouvoir. Ensemble, ils formaient un couple redoutable, célébré dans les salons, redouté dans les coulisses. Awa ne cessait de murmurer à l'oreille de Modou. Tu vaux plus que tes souvenirs. Fatou appartient au passé. Concentre-toi sur ce que tu construis. Pas sur ce que tu as laissé. Fatou, justement, n'était plus qu'un nom oublié dans une ruelle du passé. Depuis que Modou était parti, aucune lettre, aucun appel. L'espoir avait tenu des mois, puis des années, jusqu'à ce que le silence devienne une réponse. Au village, on murmurait, il vous a abandonné. Le cœur brisé, Fatou finit par céder aux pressions de sa famille. Elle épousa Amadou, un mécanicien sans diplôme mais au cœur loyal. Un homme simple, qui savait écouter et taire ses jugements. Ensemble, ils s'installèrent dans un quartier populaire de Tambacounda, loin du faste et de la douleur. De leur union naquit Néné, une petite fille vive, les yeux brillants de la malice de sa mère. Pourtant, même dans cette nouvelle vie, Fatou ne pouvait s'empêcher, certains soirs, de sortir le pendentif au coquillage, celui que Modou lui avait promis de garder. Elle le serrait dans sa main comme un talisman, un fragment de ce qui aurait pu être. Pendant ce temps, Modou, lui, multipliait les contrats. Il faisait désormais partie du cercle restreint des bâtisseurs de la nation. Il posait avec des présidents, voyageait en Europe, signait des partenariats. Mais tout cela avait un prix. Les anciens de Kédougou, qui l'évitaient désormais, murmuraient qu'il avait vendu son âme. Madame Diop, la vieille professeure, l'avait déjà averti. Dakar est une mer où les âmes se noient sans bruit. Mais il n'avait pas écouté. Les premiers signes de fissure apparaissaient. Un journaliste indépendant enquêtait sur ses contrats truqués. Une ONG dénonçait la malfaçon de ses projets. En coulisses, Cheikh Mbaye se faisait plus distant, plus exigeant. Et Awa commençait à tisser d'autres liens, plus secrets. Modou, sans le savoir encore, s'avançait vers une tempête qu'aucun pont de béton ne pourrait soutenir. À suivre. Le vent était lourd à Dakar, chargé de rumeurs. Depuis quelques semaines, les médias sénégalais se nourrissaient d'un même nom, Modou Diop. L'affaire éclata comme une grenade oubliée. Détournement de fonds, contrats fictifs, manipulation politique. L'empire de Modou, construit à coups de deals obscurs et d'alliances douteuses, tremblait sur ses fondations. Une commission d'enquête avait été formée. Ses anciens alliés devenaient silencieux. Ses téléphones sonnaient dans le vide. Il fallait disparaître. Rapidement. Une nuit sans lune, Modou prit la route vers l'est, vers la terre rouge de son enfance. Kédougou. 10 ans. 10 ans sans retour, sans un mot à ceux qui l'avaient vu partir, le regard brûlant d'ambition. Il avait laissé derrière lui les promesses et les douleurs, croyant que le monde s'ouvrirait à lui s'il devenait assez puissant pour le forcer à s'incliner. Le voyage fut long. Chaque kilomètre l'enfonçait un peu plus dans ses souvenirs. Les routes cabossées, les collines silencieuses, les voix lointaines des femmes au marché, tout semblait figé, inchangé, comme une vieille photo sépia. Pourtant,
Ce retour n'avait rien d'un pèlerinage. C'était une fuite, un exil sans gloire. Kédougou l'accueillit sans fanfare. Personne ne reconnut l'homme élégant aux lunettes noires, à la démarche raide. Il marcha longtemps avant de s'arrêter devant une petite maison bleue, bordée d'hibiscus. Il la connaissait bien. Autrefois, il y avait planté un baobab en secret avec elle. Fatou. Il resta là, longtemps, jusqu'à ce qu'une porte grince. Fatou apparat. Elle n'avait pas vieilli, ou peut-être que si, mais Modou ne voyait que ses yeux. Ces mêmes yeux qui, autrefois, l'avaient regardé avec espoir. Aujourd'hui, ils étaient secs. Lointain point était derrière elle, une fillette courait vers l'intérieur en criant maman. Avant de disparaître dans l'ombre du salon. Un homme apparut ensuite, portant un seau d'eau. Il s'arrêta en voyant Modou, puis haussa les épaules et en traçant. Dire un mot. Fatou descendit les marches, lentement. Elle le regarda. Il tenta un sourire. Je suis revenu, murmura-t-il. J'avais besoin de te voir. Un long silence. Seul le vent dans les feuilles leur répondait. Tu n'aurais pas dû, dit-elle enfin. Modou sentit sa gorge se nouer. Il chercha ses mots, mais elle le coupa, d'une voix glacée. Tu n'es plus l'enfant que j'ai aimé. Tu as vendu ton âme. Il voulut protester, parler de ses intentions, de son ascension, de tout ce qu'il avait voulu bâtir. Mais aucun mot ne sortit. Le masque de l'homme d'affaires, du stratège, du manipulateur, tombait. Ne restait qu'un garçon perdu devant la femme qu'il avait trahi par son ambition. Fatou secoua la tête. Tu es revenu ici parce que le monde là-bas t'a rejeté. Tu ne cherches pas l'amour, Modou. Tu cherches un refuge. Mais il n'y en a plus pour toi ici. Tu as tout brûlé. Elle se retourna, laissant Modou seul, cloué dans la poussière rouge. Le soleil déclinait lentement. Dans l'air, un parfum d'encens s'élevait, mélangé à celui des regrets. Pour la première fois depuis longtemps, Modou comprit ce que signifiait perdre quelque chose qu'on ne pourra jamais racheter. Pas avec de l'argent. Pas avec du pouvoir. Pas même avec des larmes. Ce soir-là, il dormit dehors, sous le vieux baobab. Chapitre 8, Lord Ali, la grande trahison. Le ciel de Dakar s'était obscurci ce jour-là, comme s'il annonçait la fin d'un règne. Modou, sûr de son pouvoir, de ses alliances et de ses certitudes, n'avait pas vu venir le piège. Depuis son retour à Kédougou, les journalistes fouillaient, les langues se déliaient. Et bientôt, les scandales qu'il croyait enterrés remontèrent à la surface, accompagnés d'articles aux titres assassins. Mais le coup fatal ne vint pas des journaux, ni de la justice. Il vint de Cheikh Mbey. L'homme qu'il appelait, père en affaires mentor de l'ombre, architecte de sa fortune, le vendit pour sauver sa propre tête. Lors d'un interrogatoire décisif, il déposa un dossier accablant. Documents falsifiés, virements offshore, marchés truqués, et tout était signé par Modou. Le deal secret qu'ils avaient conclu, ce pacte qui avait été le point de bascule, devenait désormais le linceul de sa carrière. Modou fut arrêté un matin, au sortir d'un hôtel de luxe. Les caméras l'attendaient déjà. En quelques heures, son nom fut souillé, ses comptes gelés, ses immeubles saisis. Ceux qui l'avaient applaudi détournèrent les yeux. Les amis disparurent. Les conseillers juridiques se turent. Awa, elle, ne fit même pas semblant. Elle le quitta dans une lettre sèche, déposée à la prison centrale. Je ne suis pas né pour couler avec un navire. Tu étais fort, tu es faible. Bonne chance. Awa. Quant à Madame Diop, il apprit sa mort par la télévision, 2 jours plus tard. Un court bandeau, en bas de l'écran. Disparition de l'ancienne professeure et militante de la mémoire historique. Aminata Diop. Il n'eut même pas droit à des funérailles. Le seul être qui croyait encore en lui était parti, emportant avec elle les dernières braises de sa conscience. Dans sa cellule, Modou se mura dans le silence. Il refusa les appels de ses avocats, déchira les journaux, resta des heures assis sur le béton froid, à repasser sa vie à l'envers. Chaque nuit, il revoyait le visage de Fatou. Chaque nuit, il se demandait, et si j'étais resté? Puis un matin, un gardien l'appela. Modou. Tas du courrier. Il ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Une écriture fine, sobre. Une feuille seule. Une lettre venue du passé, Modou. J'ai vu ton visage aux infos. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter.
Je n'ai pas reconnu l'enfant avec qui je courais dans la poussière rouge. Je t'ai détesté. Je t'ai pleuré. Et j'ai cru que jamais je ne te pardonnerais. Mais quand je t'ai vu menotté, perdu, brisé, j'ai compris. Tu n'as pas trahi que moi. Tu t'es trahi toi-même. Ce n'est pas la prison qui m'attriste. C'est le silence entre nous. Ce vide immense. Tu portais mon coquillage. Tu avais promis de revenir. Alors je t'écris, non pour te consoler, mais pour te rappeler que quelque part, un autre Modou a existé. Celui-là, je ne l'ai pas oublié. Fatou. Il resta longtemps à fixer les mots. Un souffle remonta en lui, profond, ancien, comme un chant de Kédougou porté par le vent. Il ne pleura pas. Il s'éleva. Et pour la première fois depuis des mois, il murmura. Je suis encore vivant. À suivre. Le jour s'était levé sur une ville qui continuait de tourner sans lui. Modou, enfermé dans ce modeste appartement excentré, relisait encore et encore la lettre de Fatou. Chaque mot était un coup, une caresse, une claque, une porte entr'ouverte. Elle l'avait pardonné. Non pas pour l'excuser, mais pour s'en libérer. Et dans ce pardon, il y avait une force désarmante, presque insupportable. Tu aimais briser. Mais je ne veux pas que Néné grandisse en haïssant celui que j'ai aimé. Il pleura. Pour la première fois depuis des années, il pleura sans honte. Pas pour se faire plaindre. Pas pour se dédouaner. Mais parce qu'il se voyait enfin tel qu'il était. Un homme tombé de haut, vidé par le pouvoir, transformé par la compromission. Il n'y avait plus de masque, plus de façade à tenir. Le lendemain, il sortit pour la première fois depuis des semaines. Il marcha dans les rues comme un inconnu. Il croisa des regards qui ne le reconnaissaient plus. Son nom avait fait la une, puis avait disparu. L'affaire avait été étouffée. Mais lui savait. Et c'était cela, le plus lourd à porter. Vivre avec ce savoir, cette mémoire. Il acheta un cahier à spirale, un de ceux que Néné aimait pour ses dessins. Il rentra, s'assit à son bureau, et écrivit la première phrase. J'ai menti. J'ai volé. J'ai trahi. Ce n'était pas une confession destinée à un juge ou à un public. C'était une tentative de vérité. Il se força à raconter ce qu'il avait vu, ce qu'il avait accepté, ce qu'il avait ordonné. La corruption dans les marchés publics. Les intimidations. Les silences achetés. Les complicités muettes. Les amitiés sacrifiées pour gravir les échelons. Mais il parla aussi de son père, de ses rêves d'enfant, de sa peur de manquer, de son obsession de réussir coûte que coûte. Il voulait comprendre. Il voulait que Néné, un jour, puisse lire ces pages et voir l'homme entier, pas juste l'ombre d'un père déchu. Fatou, de son côté, continuait à reconstruire. Son silence n'était pas une coupure. C'était un soin. Elle avait repris son travail, renoué avec ses sœurs, avec ses passions abandonnées. Elle n'attendait plus rien de Modou, mais elle ne le rejetait plus non plus. Elle voulait être libre. Et le pardon qu'elle lui avait écrit était la clé de cette liberté. Un soir, Modou reçut un message de Néné. « Papa, j'ai vu ton livre. Maman me l'a montré. C'est dur à lire. Mais je suis fier que tu l'aies écrit. » Il ferma les yeux. Il ne demandait pas d'être aimé. Pas même d'être compris. Mais il sentait, pour la première fois depuis longtemps, qu'il avançait. Qu'il remontait, lentement, du fond. Le vrai combat commence maintenant, avait écrit Fatou. Et il le savait, ce combat n'était pas contre les autres, ni même contre le système. C'était contre lui-même. Contre le mensonge, l'ego, le silence. Ce n'était plus l'histoire d'un homme puissant. C'était celle d'un homme qui avait choisi d'être vrai. Le soleil de Kédougou semblait plus doux ce matin-là, comme s'il savait. Comme s'il se souvenait. 5 années s'étaient écoulées depuis le procès, depuis les chaînes, depuis l'humiliation publique. 5 années derrière les murs humides de la prison de Rebeuss, à Dakar. 5 années de silence, de remords, de lettres jamais envoyées. Modou avait changé. L'homme qui revint n'était plus le jeune prodige des télécoms, ni l'ambitieux entrepreneur de la révolution numérique. Il n'avait plus ses costumes cintrés, plus de téléphone dernier cri. Il n'avait plus rien, sinon la vérité. Et elle s'était installée dans une petite case en périphérie de Kédougou, là où la terre rouge se fissure sous la chaleur, là où les anciens se souviennent encore de son père, Mamadou Kane. Chaque matin, Modou allait au centre communautaire, devenu depuis peu une école improvisée.
Il enseignait les mathématiques, la lecture, mais surtout, la vie. À ceux qui voulaient écouter, il racontait son ascension, sa chute, les deals en coulisses, les visages qui sourient avant de trahir, les appels qui détruisent des carrières en quelques secondes. Il avait écrit un livre, Les larmes de l'harmattan. Un cri. Un testament. Une confession. Il y parlait sans filtre de la corruption, de ses choix, de son aveuglement, de sa trahison envers lui-même. Contre toute attente, le livre avait circulé. Lu dans des lycées, commenté à la radio, recommandé par certains professeurs. Les jeunes y voyaient une mise en garde, les anciens un espoir de rédemption. Mais lui, Modou, ne cherchait ni gloire ni pardon. Il vivait dans l'ombre, il n'attendait rien. Jusqu'à ce jour-là. C'était un mercredi. L'air était lourd, l'harmattan soufflait à peine. Les enfants étaient partis, leur voix résonnait encore entre les murs de briques rouges. Modou rangeait ses affaires quand elle entra. Une adolescente, une quinzaine d'années peut-être. De grands yeux noirs, un port altier. Elle s'arrêta, le fixa, longtemps. Tu es Modou Kane? Il acquiesça, surpris. Ma mère m'a dit que tu avais été un grand homme, avant de tomber. Je veux connaître l'histoire. Toute l'histoire. Pas juste ce qu'il y a dans le livre. Un frisson remonta dans son dos. Il la fixa à son tour. Comment t'appelles-tu? Elle hésita, puis répondit doucement. Néné. Néné Diallo. Le monde s'arrêta une seconde. Les souvenirs revinrent comme une marée. Awa. Ses yeux. Son rire. Et cette fillette qu'il avait vue une seule fois, à la hâte, sur le pas d'une porte, alors que sa vie s'effondrait. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Il s'assit. Ses mains tremblaient. Je ne sais pas par où commencer, murmura-t-il. Commence par la vérité. Pas celle des journaux. Pas celle du tribunal. La tienne point et elle leva les yeux vers elle. Et pour la première fois depuis des années, Modou sourit. Un sourire triste, fatigué, mais plein de lumière. Il comprit, à cet instant, que le cycle ne s'était pas refermé dans la honte. Que tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait perdu, n'avait pas été vain. Car face à lui se tenait l'héritage. Non pas celui des comptes bancaires ou des titres honorifiques, mais celui qu'on transmet dans le silence, dans les mots, dans les leçons. Il se redressa, ouvrit un vieux cahier jauni. Alors écoute, Néné. Je vais te raconter. Non pas comment j'ai chuté, mais pourquoi j'ai choisi de me relever. Dans le souffle tiède du soir, un vieux héros brisé commença à semer une graine. Une graine de mémoire. Une graine de résilience. Abonne-toi et partage, j'aime, commentaire à suivre pour le vidéo histoire.